Bonjour à tous et bienvenue dans ce voyage à travers le temps et la pensée. Aujourd'hui, je vous invite à nous plonger ensemble dans l'univers fascinant d'un homme qui a non seulement façonné la pensée occidentale, mais qui, par ses idées, continue d'éclairer nos vies aujourd'hui, Aristote. Peut-être que vous vous êtes déjà posé des questions sur le bonheur, l'amitié, ou la manière de vivre en société. Eh bien, Aristote avait des réponses, et ces réponses résonnent encore avec nous. Alors, imaginez un instant que vous êtes en voyage, non pas à travers un pays lointain, mais à travers la pensée de l'un des plus grands génies de l'histoire. Imaginez-vous dans la Grèce antique, il y a plus de 2300 ans. Le monde est un endroit très différent, mais certaines questions sont éternelles. Pourquoi certaines personnes sont-elles plus heureuses que d'autres? Pourquoi avons-nous besoin d'art et de culture? À quoi servent vraiment les amis? Et comment, dans ce monde bruyant, réussir à faire entendre nos idées? Ces questions étaient déjà au cœur des préoccupations d'Aristote, un philosophe qui n'a pas seulement réfléchi à ces thèmes, mais qui les a rendus accessibles et profonds. Prenez un instant pour réfléchir à ces interrogations. Quels échos trouvent-elles dans votre propre vie? Dans quelle mesure ces questions continuent-elles de façonner vos expériences et vos valeurs aujourd'hui? Nous allons donc partir à la découverte de ces réponses, et je vous encourage à penser à votre propre vie, à vos propres expériences, et à voir si, aujourd'hui encore, la sagesse d'Aristote peut vous toucher personnellement. C'est un voyage dans la philosophie, mais aussi dans la réalité de chacun d'entre nous. Le voyage dans la pensée d'Aristote. Aristote est né autour de 384 avant Jésus-Christ. Dans le royaume de Macédoine, en Grèce. Son père, médecin du roi, lui offrit dès son plus jeune âge une éducation précieuse. Il ne savait pas encore que son nom allait résonner à travers les âges, qu'il allait devenir le maître, ou simplement le philosophe, comme on l'appelait, une référence absolue dans le monde de la pensée. Son premier grand rôle? Tuteur d'Alexandre le Grand, un jeune prince qui allait bientôt partir conquérir le monde. Pendant ce temps, Aristote s'installe à Athènes, rencontre Platon, puis fonde son propre établissement, le lycée. Un lieu d'apprentissage où il enseignait en marchant, d'où le surnom de ses élèves, les péripatéticiens, ou ceux qui se promènent. Vous imaginez? Un professeur qui, au lieu de rester derrière son bureau, marche et échange des idées avec ses étudiants. Première question, qu'est-ce qui rend les gens heureux? Aristote a consacré une part importante de sa réflexion à la question du bonheur, qu'il appelait eudémonia. Ce concept va bien au-delà de la simple recherche du plaisir ou de l'absence de douleur, il s'agit d'une vie pleinement épanouie et vertueuse, où l'être humain réalise son potentiel. Dans Éthique à Nicomaque, il affirme: le bonheur est une activité de l'âme conforme à la vertu, et si plusieurs vertus, conformément à la meilleure et à la plus parfaite d'entre elles. Pour Aristote, le bonheur durable provient de la pratique constante des vertus. Ces qualités morales, comme le courage, la patience, ou encore la tempérance, permettent de trouver un équilibre dans nos actions et nos choix. Ce qu'il appelle le juste milieu est central à sa philosophie. Par exemple, le courage est une vertu située entre deux extrêmes, la témérité, un excès qui mène au danger, et la lâcheté, un manque qui paralyse. Cependant, Aristote reconnaît que devenir vertueux n'est pas inné. Cela exige de la pratique, une éducation appropriée, et un environnement propice. Il écrit: les vertus ne sont ni des passions, ni des facultés, mais des dispositions acquises. Ainsi, le bonheur est le fruit d'efforts constants, aidés par des mentors et des exemples inspirants. Pour Aristote, personne n'est mauvais par nature,
mais souvent par manque d'opportunités ou de modèles à suivre. Une société juste, selon lui, devrait fournir ces opportunités pour permettre à chacun de s'améliorer. En cultivant les vertus et en favorisant le juste milieu dans nos vies, nous nous rapprochons d'une vie véritablement heureuse. Deuxième question, à quoi sert l'art? Aristote voyait dans l'art bien plus qu'un simple divertissement. Pour lui, l'art, en particulier la tragédie, avait un rôle profond dans la compréhension des émotions humaines et dans le développement de la vertu. Dans la poétique, il introduit le concept de catharsis, qu'il décrit comme une purification des passions. À travers les émotions fortes que l'art peut susciter, comme la peur et la pitié dans une tragédie, le spectateur peut non seulement éprouver ces sentiments, mais aussi les comprendre, à terme, les maîtriser. Cela permet à l'individu de faire face à ses propres émotions de manière saine et constructive. Il écrit, « La tragédie est l'imitation d'une action noble et accomplie, qui, par le moyen de la pitié et de la crainte, opère la purgation propre à de telles passions. » Cette citation met en lumière l'idée que l'art, en particulier la tragédie, n'est pas simplement une forme de distraction mais un moyen d'approfondir la conscience humaine. En vivant ces émotions dans un cadre fictif et symbolique, le spectateur apprend à apprivoiser des aspects complexes de sa propre vie, comme la peur de la souffrance ou l'angoisse liée à l'injustice, tout en se libérant de leurs effets paralysants. Ainsi, l'art devient un outil de guérison émotionnelle, une façon d'affronter et de traiter des expériences humaines difficiles de manière indirecte, mais profonde. Dans cette perspective, l'art n'est pas seulement un moyen d'évasion, mais un véritable instrument éducatif et moral. Aristote considérait l'art comme un miroir de la condition humaine. La tragédie, par exemple, expose des vérités universelles sur le destin, la souffrance et l'injustice. Ces récits rappellent que, même pour les personnages les plus vertueux, la vie reste un terrain d'incertitude et de lutte. Ce n'est pas un moyen de glorifier le destin ou d'édulcorer la réalité, mais de nous aider à faire face à la réalité de la condition humaine. Aristote souligne, l'art imite la nature non pas comme elle est, mais comme elle devrait être. Cette citation met en lumière l'idée selon laquelle l'art, tout en étant une représentation de la réalité, tend à en révéler les aspects idéaux ou ce qu'il pourrait être dans un monde parfait. La tragédie, en particulier, expose des tensions entre le destin et la liberté humaine, entre la justice et l'injustice, entre la souffrance et la rédemption. Ces aspects sont essentiels pour comprendre non seulement les personnages des tragédies, mais aussi notre propre expérience du monde. Aujourd'hui, cette vision d'Aristote reste étonnamment pertinente. Que ce soit à travers un film, une chanson ou un tableau, l'art continue d'agir comme un guide émotionnel et intellectuel. Il nous permet de mieux comprendre le monde et nous-mêmes, tout en nourrissant notre capacité à ressentir de l'empathie pour les autres. Par exemple, un film qui aborde la guerre ou la souffrance peut nous amener à réfléchir à notre propre rapport à la violence et à la souffrance, ou même à comprendre les émotions d'autrui de manière plus profonde. L'art, dans ce sens, devient un outil de dialogue intérieur, permettant à chacun de nous de mieux appréhender les complexités de la condition humaine et de nourrir notre propre développement moral et émotionnel. En somme, l'art, pour Aristote, n'est pas seulement un moyen d'expression esthétique, mais un moyen puissant de transformer l'individu et de lui permettre d'explorer et de comprendre des aspects fondamentaux de la vie, tout en purifiant ses émotions et en approfondissant sa compréhension de soi. Troisième question. À quoi servent les amis? Dans Éthique à Nicomaque, Aristote consacre un chapitre entier à l'amitié, qu'il considère comme une nécessité de la vie. Loin d'être un simple agrément,
l'amitié, selon lui, essentielle pour mener une vie épanouie et vertueuse. Il distingue 3 types d'amitié, chacune ayant sa nature et ses limites. Type A, l'amitié pour le plaisir. Cette forme d'amitié repose sur les moments agréables partagés, tels que des loisirs ou des activités communes. Elle est souvent éphémère, car elle dépend des plaisirs immédiats. Aristote explique que ces relations sont fréquentes chez les jeunes, car leur vie est guidée par leurs émotions, Éthique à Nicomaque, livre 8. Elles sont plaisantes, mais ne résistent pas toujours aux changements d'intérêt ou de circonstances. Type 2, l'amitié pour l'intérêt. Ici, la relation est motivée par des avantages mutuels. Aristote cite en exemple des relations professionnelles ou des partenariats commerciaux, où chacun tire un bénéfice concret. Ces amitiés, bien qu'utiles, sont également limitées. Quand l'avantage cesse, l'amitié prend fin, Éthique à Nicomaque, livre 8. Elles sont fonctionnelles, mais manquent de la profondeur nécessaire pour enrichir véritablement la vie. Type 3, la véritable amitié. Pour Aristote, la véritable amitié est rare et précieuse. Elle se fonde sur la vertu et le respect mutuel, où chacun admire et souhaite sincèrement le bien de l'autre. Il écrit « Le véritable ami est un autre soi », Éthique à Nicomaque, livre 9. Ce type d'amitié transcende les plaisirs et les intérêts. Elle est durable, car elle repose sur des qualités morales partagées. Les vrais amis sont ceux qui nous soutiennent dans les épreuves, célèbrent nos réussites, et, surtout, nous encouragent à devenir de meilleures versions de nous-mêmes. Le rôle de l'amitié dans la société. Loin de se limiter à un soutien individuel, Aristote considère l'amitié comme un pilier fondamental de la société. Il affirme « Sans amis, personne ne choisirait de vivre, même s'il possédait tous les autres biens ». Éthique à Nicomaque, livre 8. Les amitiés authentiques favorisent la justice et la cohésion sociale en renforçant les liens de solidarité. Elles nous apprennent la réciprocité et la considération mutuelle, des qualités indispensables à toute communauté harmonieuse. De plus, Aristote souligne le rôle intellectuel de l'amitié. Les discussions entre amis permettent de clarifier nos pensées et d'approfondir nos valeurs. Il écrit « Dans la compagnie des amis, les hommes apprennent à mieux comprendre leur propre vie », Éthique à Nicomaque, livre 9. Ces échanges enrichissent non seulement notre compréhension du monde, mais aussi notre quête de vertu, en nous offrant des modèles de comportement et des occasions de pratiquer les vertus. L'amitié comme guide dans la quête du bonheur. Selon Aristote, la véritable amitié joue un rôle actif dans la recherche de l'épanouissement humain, eudémonia. En cultivant des relations fondées sur la vertu, nous nous rapprochons de ce qu'il appelle la floraison de l'être. Les amis authentiques ne se contentent pas de nous accompagner. Ils agissent comme des miroirs qui nous reflètent honnêtement nos forces et nos faiblesses, tout en nous poussant à progresser. Ainsi, l'amitié, loin d'être une simple distraction ou un agrément, est une nécessité vitale. Elle soutient notre développement personnel et notre bonheur, tout en contribuant à la stabilité et à la justice dans la société. Comme le dit Aristote, ceux qui trouvent des amis trouvent un trésor. 4e question. Comment faire passer ses idées dans un monde bruyant? Dans la rhétorique, Aristote développe une théorie intemporelle sur l'art de convaincre, qui repose sur 3 piliers fondamentaux. Premier pilier, la logique et la rationalité des arguments. Le logos se concentre sur la clarté, la cohérence et la structure logique des arguments. Aristote écrit « La persuasion est produite par le discours lui-même,
lorsque nous prouvons la vérité ou l'apparence de la vérité à partir de moyens de persuasion inhérents à chaque cas particulier. Pour convaincre, un discours doit s'appuyer sur des faits, des preuves tangibles et des raisonnements clairs. Cela implique une préparation rigoureuse et une compréhension approfondie du sujet traité. Dans un monde saturé d'informations, le logo est essentiel pour se distinguer et établir une base solide de crédibilité. Un raisonnement structuré non seulement capte l'attention, mais inspire également confiance, car il montre que l'orateur a pris le temps de réfléchir et d'organiser ses idées. Deuxième pilier, toucher les émotions de l'audience. Aristote souligne que les arguments logiques, bien qu'importants, ne suffisent pas toujours pour convaincre. Le pathos, ou l'appel aux émotions, est un élément clé de la persuasion. Il écrit « Ce n'est pas seulement par des arguments que l'on persuade, mais aussi en éveillant les émotions de l'auditoire. Les émotions comme la peur, la compassion, la joie ou la colère, lorsqu'elles sont évoquées avec justesse, peuvent mobiliser et captiver une audience. Dans la pratique, cela signifie utiliser des récits personnels, des anecdotes ou des métaphores qui résonnent avec les expériences et les préoccupations de l'audience. Par exemple, dans un discours sur le changement climatique, évoquer l'impact des catastrophes naturelles sur des communautés réelles peut susciter une réponse émotionnelle plus forte qu'un simple énoncé de statistiques. Troisième pilier, la crédibilité et la moralité de l'orateur. Le éthos représente la confiance que l'audience place dans l'orateur. Selon Aristote, nous croyons plus aisément aux personnes honnêtes. Pour être convaincant, un orateur doit démontrer son intégrité, son expertise et son engagement envers les valeurs qu'il défend. La crédibilité ne repose pas uniquement sur le contenu du discours, mais aussi sur la manière dont il est présenté. Une posture confiante, un ton respectueux et une attitude ouverte renforcent l'impact des idées. Dans un monde bruyant où chacun peut exprimer une opinion, l'étau est souvent le facteur déterminant qui distingue une voix fiable d'un simple bruit de fond. Adapter son discours à son audience. Aristote insiste également sur l'importance d'adapter son discours à son public. Un orateur efficace doit comprendre les préoccupations, les valeurs et les attentes de son audience. Il écrit « La capacité de persuasion est une forme d'adaptation de l'argument aux conditions particulières de l'auditoire. Cela nécessite une écoute active et une empathie pour ajuster le ton, le vocabulaire et les exemples utilisés. L'humour, lorsqu'il est utilisé avec modération, peut être un outil puissant pour capter l'attention et apaiser les tensions. Aristote lui-même reconnaît l'importance de détendre l'atmosphère pour établir une connexion avec l'audience. Cependant, il met en garde contre l'excès d'humour, qui peut distraire du message principal ou nuire à la crédibilité de l'orateur. Une pertinence intemporelle. Dans notre monde moderne, où les débats publics sont saturés de messages contradictoires, les principes d'Aristote restent plus que jamais pertinents. Que ce soit pour convaincre un auditoire lors d'une conférence, défendre une cause sur les réseaux sociaux ou négocier dans un cadre professionnel, savoir équilibrer raison, émotion et crédibilité est essentiel. Les outils numériques offrent aujourd'hui des plateformes puissantes pour diffuser des idées, mais ils nécessitent également une maîtrise de la communication. En appliquant les enseignements d'Aristote, nous pouvons non seulement faire entendre nos voix, mais aussi inspirer et influencer de manière constructive. Comme l'écrivait Aristote, la persuasion n'est pas une simple technique, mais un art qui touche à l'essence même de la communication humaine. Les réflexions d'Aristote sur le bonheur, l'art, l'amitié et la persuasion révèlent une profonde compréhension de la nature humaine.
Sa philosophie nous invite à rechercher l'équilibre et la vertu dans nos vies, tout en cultivant des relations authentiques et en explorant des formes d'expression artistique qui nourrissent l'âme. Aristote nous pousse à nous interroger sur notre propre quête de sens et de bien-être, tout en nous offrant des clés pour naviguer dans les complexités de l'existence humaine. Aujourd'hui encore, ces enseignements résonnent avec nos aspirations modernes. En appliquant ces idées, nous pouvons non seulement enrichir nos vies personnelles, mais aussi contribuer à construire une société plus harmonieuse et juste. Comme il l'écrit, le bonheur dépend de nous-mêmes. Cette pensée nous rappelle que, bien que la quête de l'épanouissement soit exigeante, elle est aussi entre nos mains. Ainsi, Aristote, bien que né il y a plus de 2300 ans, nous offre des pistes qui restent d'une actualité saisissante dans nos vies contemporaines.